êtes prêts? On est prêts. J'ai trop hâte. Emma, tu peux sortir? Attends, sors ton téléphone pour qu'on voit le plan. Parce que je crois qu'il faut qu'on marche droit, mais je suis pas sûre. Fais voir, c'est où? Ok, on continue tout droit, genre peut-être à peine 1 kilomètre. Et allez. Attends, mais tu sais qu'il y a une scène de crime là-bas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que Sandrine, si tu captes quelque chose, c'est le moment. Tu vois? Ok, tu nous diras. Let's go. Allez, scène de crime. Ouais, apparemment. Je trouve ça hyper cool. C'est super. C'est le soir d'Halloween, c'est trop bien. Évidemment. Fab. Hyper à l'aise. S'il te plaît, un peu plus de motivation. Ah putain, mais Fab. Mais Fab. C'est bon. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode. Les histoires d'horreur sont-elles vraies ou fausses? À nous de deviner. Je suis avec... Ce soir tu dors là. Là-bas? Ouais, là. J'ai très peu envie de dormir là-bas. Ah bah tu vas dormir. Ok. Je suis donc avec Fab. Moi-même. Je me fais Emma. Oh putain, je perds la tête. Enchanté, on se connaît pas visiblement. Et nouvelle invitée sur cette chaîne, me semble-t-il, Sandrine, une amie médium. Tu en as fait même ton métier, donc on se connaît depuis un petit moment et je suis très heureuse que tu sois parmi nous ce soir pour se raconter des petites histoires d'horreur en pleine forêt sur le thème du camping. Enfin le thème, le décor camping. Les histoires, je ne pense pas toutes. Moi, on est bien là. On est très bien. Au milieu de nulle part. Un avis sur nos cosplays de camping? 10 sur 10, Fab. T'as fait le thème, nous, bah oui. Après un cambriolage. Emma? Bah, je suis au camping là. Oui, c'est vrai que oui. Et Sandrine, on dirait que ça va d'aller au ski. Hein. Ou du cheval. Je sais pas pourquoi je te vois sur un cheval avec mes bottes. Êtes-vous prête et prêts pour les petites histoires là? Bien sûr. Ok. Débutons avec Fab. Bah c'est tout en moi, c'est moi la dernière fois déjà. J'aime bien quand c'est toi qui ouvre le bal. Attends les frères, je peux repasser? Plus tard? Non. Bon ok. Waouh. Et on se motive là, hein. Allez, raconte-nous ta petite histoire pour nous faire frissonner. Putain, j'ai déjà tout oublié. Ne nous regarde pas et fais comme ça, sinon. Et là, le mec, il dit... Je peux juste rechecker un truc? Oui, aussi. Le premier nom, direct. Le premier nom, de toute façon, les gars, il y en a que 2, donc ça va. On est entre nous, les gars, c'est hyper chill. J'espère qu'il y aura un psychopathe qui va venir. Un acteur. Cool. Moi, s'il est masqué, j'aime ça. Il a frappé moi. Je suis derrière là. Alors les amis, je vais vous raconter une histoire. Vrai, c'est le mec, il a tout niqué. Le mec, il a pas compris le concept. Je vais raconter une histoire dans les montagnes. Oh. Ça se passe en 1961. Une expédition a été créée, une expédition de 10 personnes. Il y a 9 étudiants et diplômés d'une école de Polytechnique qui sont très chauds dans les ascensions, tout ce qui est escalade. Et un guide qui s'appelle Lucas. Il se décide en fin janvier de commencer l'ascension. Il commence à grimper, tout se passe bien, tout le monde profite, le paysage, tout est magnifique. Et le lendemain, ça commence les problèmes. Il y a une personne qui tombe malade. Elle est obligée de rebrousser chemin. Et dans son malheur, il y a un peu de bonheur quand même, parce que si elle n'aurait pas fait demi-tour... Ah, mon happening a marché. Attends. Non, attends. Je suis désolée. Ça va me piquer. Poussez-vous. Attends. C'est bon. C'est invisible, ça, il faut tuer. Hein. C'est vrai que ça tue les abeilles. S'il te pique, il va faire mal. Hein. Mais tu l'as lancé vers eux. C'est l'équipe technique. Il est là, c'est normal. Mais quelle horreur, pourquoi? Ça a changé la musique de Clash Royale. Excusez-nous pour ce petit moment, ça arrive, on est en pleine nature. J'en étais où moi? Ah, il fait demi-tour le poteau. Attends, reprends s'il te plaît. Ah. Tu peux pas. Le poteau. Assurément. Il y a une personne qui tombe malade. Elle est obligée de rebrousser chemin. Mais dans son malheur, il trouve un peu de bonheur quand même. Parce que s'il n'avait pas fait demi-tour, il serait mort. Oh. Lui, il redescend. L'expédition continue à monter, mais se retrouve dans une tempête de neige. Et du coup, il décide de planter les tentes sur le flanc de la montagne. Mais sur ce flanc de montagne, les anciens, ils l'appelaient la montagne du souffle maudit. Il y avait le Mangvar, un humain mélangé à une bête, créature mythique de chez eux. C'était cool déjà, non? Tu attendais la suite, toi? Au bout de quelques jours, sans nouvelles de Lucas, il commence à s'inquiéter, il commence à mener une expédition pour aller voir ce qui se passe là-haut. Il trouve les tentes qui ont été plantées sur le flanc quelques jours passés. Les tentes sont totalement arrachées. À l'intérieur, il y a toujours nourriture, argent, leurs vêtements, tout est là. Il trouve des pas. Et il trouve ça bizarre parce qu'il y a des pas de chaussures et des pas pieds nus. C'est un peu bizarre. Dans la neige. Ils arrivent sur un côté de la montagne, une forêt.
Ils arrivent en dessous d'un arbre, d'un grand pin. En dessous, il y avait un feu de camp éteint. Et en dessous de ce pin, ils trouvent 2 cadavres en sous-vêtements. Avec les branches de ce pin complètement arrachées, comme s'ils avaient voulu grimper parce que quelque chose les poursuivait. Ils continuent à chercher et ils trouvent un peu plus loin 3 corps, dont celui de Lucas, totalement enseveli dans la neige, comme s'ils avaient voulu retourner aux tentes très rapidement. Ils sont tous décédés d'hypothermie. Mais il en manque toujours 4, introuvables. Donc du coup, le printemps arrive, la neige fond. Ils décident de relancer l'expédition pour aller chercher le reste. Ils retrouvent dans un ravin 3 corps. Physiquement, visuellement, sans problème, pas de coupure, rien, pas de dégâts. Mais intérieurement, c'est catastrophique. Et il manque encore 2 corps. Ils trouvent un petit peu plus loin le corps d'une femme. Là, c'est un peu différent, parce qu'elle est totalement mutilée. Elle a plus de bouche, elle a plus ses yeux. Oh, c'est horrible. Elle fait beaucoup de bruit, la machine. La machine, faudrait qu'elle réduise un peu, hein. Elle fait énormément de bruit. Donc tout le monde a été retrouvé, l'expédition redescend. Pour les autorités, le dossier est clos très très vite. Ils sont tous décédés de causes naturelles, pas de problème, pas de violence, rien du tout. Tout le monde trouve ça quand même relativement bizarre. Pourtant, tous les habitants avaient déjà prévenu qu'il y avait eu ces problèmes-là dans les mêmes jours qui ont précédé leur ascension. Et les gens étaient décédés dans les mêmes conditions. Et les autorités ont exigé le silence à propos du Mangvar de tout le monde. Ils ne voulaient plus en entendre parler. Ils ont interdit aux gens de monter là-haut pendant 3 ans et le dossier a été clos. Il y a des gens qui sont morts, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu, cause naturelle, alors Ils ne veulent pas entendre parler. désossé de l'intérieur. Ils ne veulent pas entendre parler. Et la famille des proches, ils se disent pas, je vais aller enquêter. Enfin, moi, mon mari, il fait une expédition, il revient, il est éviscéré de partout, mais je traque la bête. T'imagines, donc les Moi, je yeux, pense que j'y vais pas. Mais moi, j'y vais. Ah, moi j'y vais. Mon histoire est-elle vraie ou fausse? Ça ressemble vachement à une légende que Feldup aurait pu raconter. Moi, elle me dit quelque chose, cette histoire. Il y a une Je pense histoire que c'est comme une ça. histoire vraie. Les expéditions dans les glaciers et tout, ça, j'avais déjà entendu qu'ils sont partis, sont jamais revenus, on Il y n'a en jamais a, il y a eu d'explication. un bail comme ça, donc ça me parle. J'ai envie de tenter de dire vrai pour ma Ouais, part. moi aussi. Les dégâts intérieurs que ça a créé, ils assimilent ça au même accident qu'un accident de voiture. Moi, je dirais que l'histoire est fausse. Moi, je partirais sur une histoire vraie. Et moi je pars sur une histoire vraie. Cette histoire est vraie. J'en étais sûre. Tu vois? Ah, merci à moi. Il y a une histoire comme ça, ouais. J'en avais entendu parler, mais je- c'est tellement possible en plus. Je consomme beaucoup trop YouTube. Oui, beaucoup trop. Faut vraiment lâcher ça. Hein. L'histoire est vraie, mais ça veut dire que genre là, il y a une bête dans des glaciers quelque part en France. Possible, ouais. C'est en France? C'est pas en France, c'est pas en France. C'est les pays de l'Est. Ah bah voilà, moi c'est Poutine, il se balade avec Bon, écoutez, très intéressant. Ça nous a mis l'eau à la bouche. Ah, c'est sûrement le monstre qui vient te dégommer ta grosse race. ta grosse race. Nous allons passer à Emma. Je vais vous raconter l'histoire de Harley. Harley, c'est une jeune femme qui vit dans l'Utah, aux États-Unis. L'Utah, c'est magnifique, il y a des plaines, des montagnes, enfin, c'est vraiment sublime, mais il y a beaucoup de petits villages, de petits bleds, de petits endroits très peu peuplés. Et Harley, justement, elle vit dans un de ces villages. Pardon, excuse-moi. C'est parce qu'en fait il est sorti. C'est une dinguerie, comment. Non mais arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il est là-bas. Elle tire par la lumière. Harley, elle vit donc dans un de ces petits villages, un de ces petits... Est-ce que vous pouvez m'écouter quand je raconte? Moi j'écoute, hein. Alors là, tu vas dire le contraire. Moi j'écoute très fort. Il est derrière moi en fait. Seigneur C'est Dieu, une feuille. si vous m'écoutez C'est une et que feuille. vous existez, faites en C'est sorte une que le feuille. frelon C'est s'en une aille. Harley, elle vit dans un petit village en Utah. Ils sont vraiment pas beaucoup, ils sont 170. C'est un petit hameau, tout le monde se connaît, tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide. Quand il y a une nouvelle tête, ça fait un peu bizarre et on s'en rend compte. Harley, tout va bien dans sa vie, franchement, elle est épanouie, elle vit avec son père. Son père, il tient un diner. Mais un jour, elle commence à ressentir un drôle de pressentiment, tu vois. Comme si on la suivait, on l'observait, de loin, de près. Elle a l'impression qu'il y a toujours une présence avec elle. Une fois, elle se balade, tranquillement, et elle se retourne et elle voit une femme. Une femme d'un certain âge, pas terrifiante au premier abord, mais on a l'impression qu'elle sait pas trop où elle est un peu perdue, elle a le regard un peu vide, un peu creux. Puis surtout, Harley, elle marche, elle a quand même la sensation que cette dame la suit. Quand elle va à droite, la dame va à droite. Quand elle va à gauche, la dame va à gauche. Quand elle s'arrête, la dame s'arrête. Et quand elle se retourne, elle lui parle pas, juste elle l'observe. Puis elle a vraiment un drôle de regard. Elle a l'air pas là, elle a l'air ailleurs, un peu comme toi. J'écoute. Un matin, elle va à l'école. Elle est là, tranquille, en classe. Elle tourne la tête. Par la fenêtre, elle voit cette dame. Encore. Toujours avec cette drôle d'attitude, un peu comme si elle était là, mais pas là. Et là, Harley, elle commence à s'inquiéter. Elle se dit, c'est quand même curieux, je l'ai déjà vue dans la rue, j'ai eu la sensation qu'elle me suivait, puis là, elle va jusqu'à mon école, c'est un peu bizarre quand même. Elle est avec ses copains, elle passe à autre chose.
Harley, elle travaille aussi dans le diner de son père. Elle est serveuse là-bas. Le soir même, elle vient pour prendre son poste, pour servir les clients. Tout se passe bien, elle sert les clients comme à son habitude, puis elle se retourne et à une table, elle voit la dame. Encore. Et la dame ne bouge pas, ne parle pas. Pendant toute son heure de service, cette dame ne va rien commander. Elle ne va pas parler, même quand on va venir la voir, pour savoir si elle veut quelque chose. Elle va se contenter de fixer Harley pendant 1 heure. Elle la fixe partout où elle va, elle la scrute, puis elle a un regard vitreux. Harley, là, elle commence un peu à paniquer, et elle se dit, bon, il y a quand même quelque chose de bizarre avec cette dame, quoi. Je l'ai vue 3 fois, à 3 endroits différents, je vois bien, elle me fixe, je suis pas folle, quoi, il se passe vraiment quelque chose. Donc elle en parle à son père, et son père, il prend la chose au sérieux. Il se dit, ok, ma fille se fait suivre. Il a remarqué aussi l'attitude bizarre de cette dame dans son diner. Il écoute sa fille et il se dit, ok, demain soir, tu rentres pas seule de l'école. Je vais appeler un ami à moi qui s'appelle Liam. Il va te raccompagner de l'école jusqu'à la maison pour être sûr que tu rentres en sécurité. Donc Harley, elle est soulagée parce qu'elle se dit que voilà, au moins elle est sûre qu'il lui arrivera rien et que tout va bien se passer. Le lendemain, elle va à l'école, normalement. Mais tu sais, elle est pas très bien. Elle a un drôle de feeling. Le soir, Liam vient la chercher. Il la récupère en voiture, puis il l'amène jusqu'à chez elle en voiture. Arrivé devant la maison, Liam lui dit bah vas-y, écoute, tu peux y aller, je vais rester un temps pour que tu rentres bien, que tu fermes ma clé, et après je m'en vais. Donc Harley sort de la voiture, elle se dirige vers la maison, elle rentre, elle ferme ma clé, et puis là, elle souffle. Elle est chez elle, elle est en sécurité, il peut plus rien lui arriver. Donc Liam repart. Et là, elle va dans son salon, et elle regarde par la fenêtre. Et sous la lueur du réverbère, elle voit une ombre. Dans la rue, dans la rue devant chez elle. Ah oui, ok, d'accord. Elle voit cette ombre et puis elle commence à distinguer un peu plus les formes, un peu plus les couleurs. Et elle se rend compte que c'est cette dame. Elle est là, debout, sous le réverbère, elle l'a fixée par la fenêtre, mais elle bouge pas. Là, Harley, elle panique. Elle a très peur, elle se dit que c'est pas normal, elle est toute seule chez elle, il n'y a pas son père, il n'y a personne. Elle se précipite à l'entrée pour appeler la police. Elle prend le combiné de téléphone, elle s'apprête à taper les bons numéros. Et là, elle entend courir sur son Porsche. Vous savez, les maisons américaines, ils ont souvent des grands Porsche. Et il y avait des escaliers. Et elle entend courir sur le Porsche, comme si quelque chose se précipitait à la porte. Harley, elle est pétrifiée. Elle a le téléphone en main, elle est prête à composer, mais elle entend ces bruits, elle est terrifiée. Et là, elle entend frapper. Mais frapper à grands coups, comme si quelqu'un essayait de défoncer sa porte. Elle bouge plus. Elle est tétanisée, elle sait pas quoi faire, elle a peur. Et d'un coup, elle sent que la poignée s'enclenche pour que la personne rentre. Mais elle avait fermé la clé, donc la porte ne s'ouvre pas. Mais elle entend courir le long de son Porsche. D'un coup, elle entend un grand fracas. La vitre qui s'explose. Harley, elle est en panique, elle pleure, elle sait plus quoi faire, elle est par terre avec le téléphone en main. Elle sent qu'il va se passer quelque chose de grave parce que cette personne, visiblement cette femme, est en train de rentrer chez elle. Et à ce moment-là, elle entend la femme hurler. Là, Harley, elle comprend pas. Elle sait pas ce qui se passe, elle n'ose pas aller voir dans le salon, elle reste là, dans l'entrée. Et puis elle entend la voix de Liam, qui hurle et qui dit « Je l'ai attrapé, je l'ai attrapé, je l'ai attrapé !» Donc elle sort, elle voit Liam avec cette femme, qui l'immobilise, il lui bloque les mains, il lui bloque les jambes. Et Liam lui hurle « Appelle la police, appelle la police !» La femme, elle se débat, elle est enragée. Les voisins rappliquent, parce qu'ils ont entendu du bruit, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. La police arrive, et là, Harley, elle a l'explication. Parce que la police interroge la dame, ils comprennent la situation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Liam, quand il a déposé Harley, il n'est pas parti. Il s'est garé un tout petit peu plus loin et il a attendu de voir ce qui se passait. Parce que lui aussi, il avait un mauvais pressentiment. Et en fait, il a vu la femme, qui était debout, donc sous le réverbère, courir de toutes ses forces vers la porte et essayer d'entrer. Donc lui, il a vu ça, il est sorti de sa voiture, il a couru. Le temps qu'il arrive, elle était en train d'exploser la vitre, elle allait passer. Il l'a récupérée pour l'acheter en arrière et il a du coup sauvé Harley. Ce qu'on sait de cette histoire, c'est que cette femme, en fait, elle était en pleine crise de schizophrénie. Ah oui. Oh mon Dieu. Ah oui, my God. Et elle avait créé tout un délire autour d'Harley, un peu comme si elle faisait de la projection et que c'était sa fille ou que c'était quelqu'un d'important pour elle. Et elle voulait garder Harley pour elle toute seule. Elle voulait l'emmener, l'embarquer quelque part, la kidnapper et la garder pour elle toute seule, parce qu'elle avait créé tout un délire en fait autour de Harley. Harley, elle a plus trop une nouvelle. Tout ce qu'elle sait, c'est que cette femme, elle a été placée dans un asile terrifiant dans l'Utah et qu'elle n'en est jamais sortie et qu'elle est morte là-bas. Harley va bien, elle a pu reconstruire sa vie, mais elle reste traumatisée de cet événement parce qu'elle n'arrête pas de se demander mais si Liam n'était pas intervenu, jusqu'où cette dame aurait pu être prête à aller. Selon vous, est-ce que cette histoire est vraie
ou est-ce qu'elle est fausse? C'est flippant. Ouais. Mais Et c'est flippant et criant de vérité ce genre de situation. Mais bien sûr. Moi, je pense que c'est faux. Et pourquoi? C'est la même problématique tout le long. Quelqu'un qui la suit. Le suivi est trop long? Ouais. Genre, il y a que Le ça tout le stalkage? long. Ouais. C'est pas toujours ce qui se passe, mais dans les délires schizophréniques, les schizophrènes passent pas toujours à l'action. Ils analysent, ils observent, ils sont dans leur bulle, dans leur délire, et puis il y en a qui passent malheureusement à l'action et d'autres pas. Mais tous les schizophrènes ne sont pas dangereux, hein, attention. Oui, c'est vrai. Sûr. Je me dis, est-ce que le stalkage était pas un peu trop long pour que ça soit vrai? Et tout le long de son service au resto, personne l'a bougé avant. Déjà, je pense pas que tu puisses rester 1 heure au restaurant sans commander. Ouais, mais quand t'as On une te femme jette. qui a l'air bizarre, genre tu fais quoi? Tu la jettes dehors, toi? Oui. Oui, bah, je te dis, les restaurateurs, c'est une place, c'est de l'argent. Madame, vous consommez pas. Ouais, mais tu sais, c'est un petit bled, y a personne, genre, et je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Moi, j'ai envie de tenter un vrai. Moi, une histoire fausse. Il faut. Ah ouais? Tu insistes? Pas toujours. Vous êtes sûr de vous? Oui. Cette histoire est fausse. Let's go. J'ose espérer qu'elle était très bien racontée. Ah ouais, c'était top. Merci. C'était top, c'était top. Appelez-moi Père Castor. Ouais, t'as super bien raconté cette histoire. Ouais, moi, c'était mieux. Oui, mais toi, il y avait des happenings, moi, vas-y, il y avait pas. Nous allons passer à ma petite Sandrine. Alors moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi. Pour mon anniversaire, c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était au mois de juin, Joe décide de me faire une surprise et de m'amener chez Fanny, Ton mari. mon mari. Du coup, on passe le week-end chez Fanny, donc j'arrive chez elle et tout. Et dans l'après-midi, elle dit, écoute, j'ai découvert qu'à côté de chez moi, il y a des bunkers qui datent de la Seconde Guerre mondiale. J'avais trop envie d'aller y faire un urbex. Moi, je suis pas très fan des urbex. Pour le coup, j'aime bien quand c'est la sécurité, enfin bref. Et du coup, je lui dis, écoute, on verra si en fin de journée, si on est chaud, on y va. Mais je t'avoue que là, franchement, d'y aller comme ça, j'ai pas trop envie. Et au final, elle commence à m'expliquer que franchement, il y avait plein de petites choses paranormales dans les bunkers. Donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais me faire plaisir pour l'anniversaire, je vais y aller. Et puis, on va voir ce que ça va donner. C'est même pas à 10 minutes de chez elle. Hein. Donc du coup, on a pris la voiture, on s'est garé dans un parking déjà un peu glauque. Hein. Il y avait plein de tags partout. Je me suis dit, bon, je sais pas où j'atterris, mais j'atterris. À savoir que c'est une propriété privée et qu'on n'a pas forcément le droit d'y accéder. J'arrive devant et là, je me retrouve face à un truc mais énorme, mais genre tagué de partout, hyper flippant, tout noir. La première porte était condamnée, on pouvait pas rentrer. Donc on décide de faire le tour pour justement pouvoir rentrer dedans. Parce qu'apparemment, elle avait déjà été voir les lieux, mais moi, je connaissais pas. Donc, elle m'a dit, il y a peut-être une seconde porte qui n'est pas condamnée. Donc, on monte, on fait tout le tour et on se retrouve devant cette porte qui n'est pas condamnée et on peut accéder au bunker. Je passe la porte et c'est noir. L'odeur, je t'en parle même pas. Des croix de nazis partout dedans. Et puis, il fallait descendre une sorte d'échelle pour pouvoir vraiment accéder au bunker. Donc, Elle déjà vient en France? Oui. Donc on était 4, donc le temps qu'on descende tous, Joe il descend avec la lampe torche, il dit tout est ok, on peut descendre. Mais alors quand on arrive en bas, des papillons de nuit, des tags et une odeur. Je crois que j'ai jamais senti une odeur comme ça. Donc je dis bon, on va tenter de faire juste le premier étage parce que je crois qu'il y a 2 étages. Il y avait plusieurs pièces, il y avait des couloirs et moi j'avais hyper peur. Il y avait des petits cailloux, donc je mettais des gros cailloux au cas où on se perdait puisque vraiment c'était le noir total. Donc on commence à avancer, première pièce. Bon, il n'y a rien, des tags, des trucs. À mon avis, il y a dû avoir des squatteurs et je commence à entendre des bruits. Et je suis pas la seule à les entendre parce que ça faisait comme des bruits, tu sais, on jette des cailloux. Je me dis, je fais pas attention, on va continuer à avancer. En même temps, tu vois, ces vieillots, il peut y avoir des petites pierres qui tombent. On continue à avancer. Là, on voit une sorte de porte qui mène à une nouvelle échelle. Et là, je dis, non, mais moi, je vais pas descendre encore pire. Parce que c'était oppressant au point où j'avais même l'impression qu'on pouvait plus respirer. Joe décide de descendre pour aller voir si c'est la même chose, quoi. Si c'est la même chose, on reste au premier étage et on fait l'exploration avec nos K2 et nos petites lampes et c'est très bien, tu vois. Parce que moi, je leur ai dit, une fois qu'on est arrivé dedans, je resterai pas plus de 15 minutes parce que franchement, je me sens hyper mal. On se met dans une pièce et il y a Fanny qui ramène sa planche de Ouija, parce que Fanny voulait faire de la Ouija pour pouvoir tenter de rentrer en contact avec les esprits des lieux. On se pose dans cette pièce et là, on commence à entendre à nouveau des cailloux qui sont jetés, tu vois. Mais vraiment, mais dans la pièce qui était juste à côté de nous. Oh l'enfer. Je dis, oh putain. Bon, soit c'est des phénomènes paranormaux, soit il y a quelqu'un qui est là. Moi, je suis pas courageuse. Hein. Donc, j'envoie mon mari, je lui dis, écoute, tu vas aller dans la pièce à côté, parce que là, c'est pas normal. Ça me paraît être des bruits assez importants. Et je sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va pour voir, il y a quelqu'un qui lui chope le bras. Donc, il se met à hurler, mais c'est un cri que je pourrais même pas te reproduire. Tellement flippant. Et donc là, du coup, Joe, il se débat, il dit on se casse. Donc il fait tomber la lampe torche, donc plus de lumière. C'est-à-dire qu'on en avait qu'une. Moi, dans l'histoire, je m'enfuis
en courant parce qu'en fait, le bout du couloir menait à l'échelle pour remonter. C'est pas très grand finalement. T'as fait les courir dans le bon sens. Hein. Ah bah t'as pas le choix, mais sauf que t'étais en noir. Oh là. Donc tu fais comment? Clairement, mon cœur s'est arrêté à ce moment-là. Et donc du coup, il fait tomber la lampe et elle s'éteint. Mais il y a toujours le mec, le Joe. Donc il hurle et vu qu'il y avait encore un semblant de jour, on voit où est-ce qu'elle est la porte en fait. Du coup, on se taille. Sauf que moi, je voulais pas laisser Joe. Je reviens en arrière et en fait, Joe me pousse parce que du coup, il a réussi à se défaire de ce mec. Donc on sait pas du tout qui c'est. On court. Et on arrive à tous ressortir, mais je peux te garantir que quand on est ressorti de là, plus jamais de ma vie j'irai faire un urbex. Parce que je ne sais pas si cette personne, c'était vraiment quelqu'un, un SDF ou quelqu'un qui était là. Mais il a chopé le bras de Joe. J'ai entendu un cri que jamais je voudrais réentendre de ma vie, tu vois. Mais bon, il n'y a pas que lui qui a... que Joe, c'est genre la personne qui nous donne confiance, Bien sûr. qui est le protecteur et tout. Lui, il est peur, c'est horrible. Bah, c'est surtout qu'en fait, il lui a surgi dessus. Ouais, C'est-à-dire qu'il s'y attendait pas, il lui a chopé le bras. Il y avait moi qui étais à la porte, les filles qui préparaient la planche de Ouija. Donc en fait, j'ai compris que bah, là, il y avait vraiment quelqu'un. C'était pas des quelqu'un d'humain. Ah, c'était un humain. Mais genre, vous l'avez vu, le gars? Quand la lampe torche elle est tombée au sol, ça s'est éteint. Donc en fait, nous, on a couru dans le noir jusqu'à là. Et lui, il a pas eu le temps de voir son visage? Non. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Après, t'as mis trop de cœur dans cette histoire. Je peux pas croire que t'es tout inventé. Moi, je dirais faux. Mais tu es très sceptique. C'est qui me l'a dit? Qui? Oui. Non, moi, je dirais vrai, ça peut totalement arriver. Le danger avec les urbex, tu peux tomber sur quelqu'un qui... Quand j'étais ado et que je faisais des urbex, nombre de fois, je suis tombée sur des mecs qui se piquaient. Sur moi, c'était la première fois, donc tu peux imaginer que... Des mecs avec des battes de baseball. Cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait toute seule? Et dans le noir. Oui, c'est ça, elle était dans le noir. Oh là là, ça m'angoisse. Est-ce que vous l'avez pas vue? Enfin, si pas du tout. Voilà, elle aurait une lampe torche, elle aussi, elle se serait baladée. Parce que c'était une porte qui était à moitié fermée, donc du coup, la personne était déjà là. Donc soit elle dormait, soit elle nous a pas entendu arriver. Et nous, on était dans l'autre pièce à côté. On n'a pas exploré toutes les... Bah, pour quelqu'un vivre comme ça dans le noir, c'est que j'ai trop peur. Genre, c'est pas possible. Ah bah, et puis en plus, un bunker, c'est vraiment sous terre. Mais oui. Oh là là. Puis on descendait, quoi. Oh, l'angoisse. Je suis tellement claustrophobe, je déteste ce genre de truc. Ah bah, j'ai dit plus jamais. Alors j'aimerais bien le faire juste pour le frisson, tu vois, mais je sais que genre moi il m'arrive ça, je fais une crise d'angoisse. Hein. Moi j'ai déjà été dans des situations, mon instinct de survie c'est je suis tétanisée. J'attends. J'attends, venez m'aider. Alors ton histoire est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Pour moi, elle est vraie, j'y crois. Ça peut totalement arriver. Je me laisse embarquer. Oh. Mon histoire est fausse. Oh non, j'ai trop cru. Je suis trop dégoûtée. T'es trop forte. Tu m'as tellement fait vivre le truc. Ah ouais, il y a encore... Oh, je suis trop deg. Alors, mais pour la petite histoire, c'est réellement vrai. Les bunkers sont à 10 minutes de chez elle et on doit le faire. Mais moi, je ne suis pas capable d'aller le faire. J'ai peur, je suis claustrophobe comme toi. Puis en plus, elle m'a envoyé des vidéos parce qu'elle y a déjà été. Hein. Après, c'est vrai qu'on est un peu con d'une personne qui vit dans le noir. À un moment donné, c'est pas humain, quoi. T'as un mec qui tombe dans le noir. Jusqu'à quelqu'un qui passe 2 ans plus tard. Je te jure, j'ai déjà fait des trucs en urbex, il y a des gars, ils font flipper. J'ai vu des mecs se piquer dans des endroits, il n'y avait pas de lumière du tout. Les gars, ils étaient habitués en fait, ils connaissaient les lieux. T'es une très bonne conteuse. Hein. C'est vrai, moi, stagiaire. Bon, ça y est. Ouais, ça y est. Il ne reste plus que moi dans l'affaire. Allez, c'est vrai, hop, on se casse. Rappelle-moi de ne plus jamais t'inviter. Pardon. Mon histoire se passe il y a une vingtaine d'années. Un jeune couple emménage dans un appartement en duplex. Ça, c'est pas normal, par contre. Non. Il y a tout le monde? Bah, Noah, il est où? Ah, mais non, il est là. Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est peut-être un animal qui court, là. Il nous avait dit ça, le propriétaire. Qui fait de la batterie, visiblement. Ouais, mais là... Oui, il a fait de la batterie quand même. Hein. Qu'est-ce clair Ah ouais, il y a un chevreuil de t'es devant moi. Bon. Au pire, vas-y, j'ai mon histoire et on se casse. Ouais. Mon jeune couple, d'ailleurs Hélène et Joshua, emménagent dans cet appartement en duplex dans un vieil immeuble. Ils occupent, eux, une partie du 2e et du 3e étage. Au niveau du 1er étage, il y a le bureau de gestion et les boîtes postales. Il faut savoir qu'aux États-Unis, parce que mon histoire se passe aux États-Unis, le 1er étage c'est le rez-de-chaussée et vice-versa en fait. Il n'y a pas de rez-de-chaussée. Dans cet immeuble travaille la propriétaire, qui est aussi celle qui fait la gestion des locataires. C'est une femme plutôt âgée, même voire bien âgée, qui est connue de tous, du coup, dans cet immeuble. Cette vieille femme est une femme aigrie, sûrement moi plus tard, qui a le teint jauni parce qu'elle a beaucoup fumé, et elle fume encore beaucoup. Et en plus de ça, c'est une femme qui râle sur tout et sur tout le monde. Elle fume du matin au soir dans son bureau. Et dès que tu la croises, elle a toujours, dans tous les cas, une clope au bec. Elle n'aime pas ces nouveaux locataires. Parce que pour elle, elle a menti sur le fait que la jeune femme est enceinte.
elle n'est pas contente parce qu'elle n'aime pas les enfants. Elle ne veut pas de bébé dans son immeuble, mais c'est trop tard. Et en plus de ça, ça lui arrive d'avoir des propos racistes envers le mari d'Hélène, Joshua. Oh non. Autant vous dire que c'est une vieille femme plutôt problématique. Pas très agréable la vie. Effectivement. Donc, ils emménagent. Le bébé finit par naître. Les mois passent. Ça se passe plutôt bien dans leur petite vie, dans leur appartement. Toujours des rapports un peu tendus avec cette propriétaire. Mais bon, ils passent un petit peu au-dessus. L'hiver s'installe. Ça devient un petit peu compliqué pour nos locataires, car ils ont des problèmes de chauffage. C'est un combat perdu d'avance avec la propriétaire pour qu'elle change les radiateurs. Quelqu'un peut pas aller vérifier quand même C'est un happening ou faut qu'on court? Non, meuf. Tu veux que j'aille voir? Oui, va voir. Avec les lunettes, franchement. Vous cassez mon ambiance! Ça commence par ça, hein. Ça commence par la meuf qui va voir en premier, après on est plus que deux, après on est plus qu'un. En tout cas, la forêt est flippante. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance. Du coup, ce que fait Hélène, c'est qu'elle achète des petits chauffages. Non, mais là, vous entendez, Non, c'est pas non. comme moi, je suis pas folle. Non. Si, là, c'est un truc Pas qui... Soit entendu. c'est un sanglier, soit c'est un chevreuil obligé. Est-ce que je peux finir mon histoire? Vas-y. Hélène décide donc d'acheter des petits radiateurs qu'elle met un petit peu partout dans sa maison pour chauffer. Vous savez, c'est les petits radiateurs, Électrique. oui, électriques en rond, tu branches à la prise et ça tourne et tout. Donc elle achète ça, vient du coup un matin d'hiver où elle décide de faire prendre le bain à son petit bébé, qui a à peu près 9 mois. Donc du coup, elle décide de poser un petit chauffage au niveau du comptoir de sa salle de bain, le rebord de l'évier et tout, voilà, le branche, assez loin du bain pour forcément éviter de faire une Claude François, et donne le bain à son petit. Elle le lave, ça joue, ça rigole, elle le surveille. Mais soudain, le petit radiateur se met à bouger. Oh merde. Il oscille d'avant en arrière. Et c'est comme si quelqu'un essayait de le pousser. Dans un réflexe, Hélène prend son bébé parce qu'elle a peur. Et d'un coup, le petit radiateur est projeté en sa direction, tape au niveau de la paroi de la baignoire, tombe sur le rebord et s'écrase par terre. Elle est paniquée. Mais elle n'a pas le temps d'analyser ce qu'elle vient de voir. Car dans le coin de la pièce, il y a une espèce d'ombre. Et ce n'est pas normal. Car c'est un matin d'hiver, il fait encore un peu nuit dehors. Il n'y a pas de lumière, en fait, à part la lumière artificielle. C'est pas normal. Et de cette ombre émane une odeur. Une odeur de cigarette qu'elle connaît trop bien. Celle qu'elle retrouve dans le bureau de la vieille propriétaire. Avec cette ombre, elle sent une présence de haine. Flippant. Comme si on la regarde avec dégoût. Donc suite à ça, elle dévale les escaliers. Elle s'enfuit de la salle de bain et décide de ne pas retourner dans cette salle de bain de toute la journée. En fin d'après-midi, son mari rentre. Elle lui en parle, tétanisée par ce qui vient de se passer. Elle a du mal à s'en remettre. Son mari, lui, prend ça plutôt à la légère. Limite sourit. N'importe quoi, il n'y croit pas à ce genre de choses. Enfin voilà, pour lui, ça doit être peut-être son imagination. Il décide quand même de rassurer sa femme en allant voir dans cette salle de bain. Il rentre dans la salle de bain et ne voit rien. Il vérifie le radiateur, le rebranche, il fonctionne. Elle lui a parlé de cette odeur de cigarette. Et pas de fumée, il n'y avait rien. Il redescend, la rassure, et tous les deux, ils décident de passer à autre chose. Mais le soir, un hurlement retentit dans l'immeuble. C'est le fils de la propriétaire qui, en allant voir sa mère, la trouve décédée dans son bureau. Oh là là. Une cigarette à la main, assise. Elle est morte apparemment d'une crise cardiaque. Et les médecins ont révélé qu'elle était morte la veille de l'accident qu'elle a eu, Hélène, avec son bébé. Suite à ça, Hélène et Joshua ont déménagé de cet appartement. Et c'est vrai que les locataires qui entrent dans cet appartement, ça leur arrive de sentir une odeur de cigarette venue de nulle part. Mon histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Moi, je dis qu'elle est vraie. C'est dur. Hein. Courte mais intense. On est sur une vieille femme qui n'a pas lâché la grappe même après la mort. Je vais te dire que cette histoire est vraie. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Elle rentre sur une histoire vraie. Ah, tu pars sur une histoire vraie, tu penses? Ouais, tu t'as kiffé. Moi, ça se voit que t'as kiffé. Oh, j'ai kiffé la haine là. Ça se voit que l'histoire que tu racontais, elle t'anime, genre. Ouais. Ok, donc on part sur 3 vrais? Oui. Eh bien, écoutez, cette histoire est vraie. Let's go! Et elle est flippante. Elle est Ouais. carrément Oui. flippante. Mais c'est Elle est tellement flippante. possible. C'est une femme qui détestait les nouveaux locataires. Tu vois, son racisme Mauvaise. l'a tuée. Oh bah j'espère vraiment que ce soit ça. Oui, Mais ça. je trouve ça fou et très terrifiant de me dire que après la mort
Elle est revenue faire chier les locataires et c'est violent quand même de balancer un radiateur. Quand tu meurs avec la dernière émotion que t'as ressentie, tu vois, genre en mode si t'es quelqu'un qui est très en colère, tu vas être en colère? Non, pas forcément. Alors bien sûr que tu vas avoir du mal à monter en lumière. Et il va falloir que tu travailles ton âme pour t'apaiser. Ah, faut encore travailler après? Ah oui, de l'autre côté, on travaille beaucoup. Je suis fatiguée, c'est pas tranquille, je travaille déjà ici. Les odeurs, c'est très courant chez les toi, défunts. Et le fait de jeter des objets aussi. De prendre de l'énergie d'un objet pour le balancer. C'est ça, un poltergeist? Oui. Poltergeist, il y a un poltergeist dans la pièce. Tu te rends compte, c'est genre elle est morte. Le premier truc qu'elle s'est dit, c'est je vais aller emmerder mes locataires. Est-ce qu'elle savait qu'elle était morte? Pas forcément. Ça se trouve, c'est ce que je me suis dit, qu'elle savait pas qu'elle était morte. On sait pas qu'on est mort. Encore pire, c'est-à-dire que la meuf, elle serait montée dans leur maison, elle aurait jeté le bébé. Elle voulait pas, elle était raciste, elle voulait pas de bébé, elle était aigrie, c'était une femme c'était une mauvaise personne. C'est une meurtrière là quand même. Ça, c'est pas un chevreuil. Moi, je m'y connais en forêt, ça, c'est un sanglier. Et je vais faire comme Obélix, je vais te dévorer. Faut lui parler en cochon. Et là, il te répond. Moi, il me fonce dessus, j'ai mis une droite. POV, le sanglier, c'est Eran. Donc, ton histoire était très bien et écoutez, très bien racontée. Écoutez, ça me fait très plaisir. Merci à tous d'avoir participé. On va y aller parce qu'il y a quelqu'un dans les bois qui nous fait grave chier en fait. On est dans l'ambiance. Non, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Ouais, c'était trop cool. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance. Oui. Et écoutez, je suis très heureuse et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau décor, de nouvelles histoires, parce que j'aime beaucoup cette série de vidéos. Si vous ne connaissez pas Fab, vous pouvez le retrouver sur ses chaînes dans la description. En ce moment, t'es sur quoi? Tinder aussi. Enfin, non, je suis sur plein de trucs sympas. Emma, sur ses chaînes YouTube, elle a une chaîne de vlog très récente. Donc n'hésitez pas. Et ma petite Sandrine. Alors moi sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube aussi. Exactement, n'hésitez pas aussi à découvrir son livre qui s'appelle Au-delà des signes. Oui, Au-delà des signes. Et tu as deux oracles. L'essence de sorcière et l'essence de l'amour. Dans tous les cas, tout est dans la description. Portez-vous bien. Et que le sort soit favorable. Voilà, je ne savais pas comment finir. Il faut finir cette vidéo. Il faut couper. Et il faut rentrer chez nous. Il fait froid. Des bisous. Des bisous.